Je suis avec Justine, in Israël, en Israël. Aujourd'hui, Justine, comment ça va? Ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Alors Justine, vous la connaissez peut-être mieux que moi, puisque aujourd'hui elle bénéficie d'un succès phénoménal sur les réseaux sociaux. Tu as 17,7 followers sur Instagram et tu as plus de 100 000 likes sur TikTok. Est-ce que tu confirmes? Je confirme tout à fait cette information. Justine, j'aimerais que tu fasses des phrases plus longues. On va parler de ton cas, tu es un cas particulier. Faut le dire. Oui, tout à fait. D'accord, j'ai pas dit pathologique, j'ai dit particulier. Particulier, oui. Il faut un peu de folie pour venir s'installer ici dans tous les cas. Première question que j'ai envie de te poser vraiment d'emblée. Est-ce que tu n'es pas de nature maso? Si vivre en Israël quand on n'est pas juif, c'est être maso, ou si je suis très maso, ouais. Alors je parle pas de vivre en Israël, mais je parle déjà de venir en Israël, ce qui est l'étape d'avant vivre. Disons que ta famille était pas hyper rassurée. Au début, quand je venais en Israël, ils étaient plutôt ok avec ça parce que c'était avant le 7 octobre et que je venais sur des périodes moins longues et que j'avais pas forcément ambition de m'y installer puisque j'avais pas les moyens en termes de papier de pouvoir le faire. Et depuis que j'ai dit à mes parents, bon bah voilà, je vais commencer une demande de visa. Ils n'étaient pas forcément très chauds, mais à la fois j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est très tolérante. C'est vrai que j'ai une vie un peu particulière où j'ai toujours fait des choix pas très logiques mais toujours très instinctifs. Et au bout du compte, c'est toujours ce qui m'a rendue heureuse. C'est toujours là où j'ai le mieux réussi. Donc je pense que mes parents me font confiance et savent que je ne suis pas là pour rien, même s'ils ne comprennent pas vraiment pourquoi je suis ici. Nous, on va essayer de comprendre parce que c'est vrai que nous aussi, on a quelques interrogations. On se dit mais qu'est-ce qu'elle fout ici? Comment ça se passe pour quelqu'un qui est non-juif, parce qu'il faut préciser que tu es non-juive, qui veut s'installer en Israël? Normalement, tu ne bénéficies pas du droit au retour, par exemple. Non, en fait, pour bénéficier du droit au retour, ce qu'on appelle aussi de l'ALIA, il faut avoir au moins un grand-parent juif. Et cette loi, elle remonte aux lois de Nuremberg, où en effet, les personnes qui étaient déportées, c'était pas nécessairement des juifs, mais au moins des personnes d'origine juive. Tu n'as pas d'ascendant juif rien dans ton arbre généalogique? On va l'afficher à l'écran, l'arbre généalogique, c'est parti. Ça remonte à Godefroy de Bouillon. Hugues Capet, et c'est pas du tout une blague. Un de mes ascendants, c'est bien Hugues Capet, donc roi de la dynastie des Capétiens. Bon, il n'y avait pas de personnes juives. D'accord. Et pour venir s'installer en Israël, ça marche comme beaucoup de pays. Oui, il y a cette particularité de la loi du retour, mais en dehors de ça, il y a plein de personnes qui sont pas juives, qui vivent en Israël et qui viennent s'installer grâce à des visas. Alors des visas de travail, toi tu as essayé de trouver un emploi? J'ai fait les choses différemment. Alors j'ai un visa aujourd'hui qui me permet de travailler, mais que j'ai obtenu grâce à mon partenaire parce que mon partenaire est israélien. Mais tu n'es pas marié, je veux dire. Non. C'est pas forcément par le mariage que ça passe? Non, pas du tout. Nous on vit ensemble, voilà. Donc c'est mon concubin, mais on n'est pas mariés. Et après il y a aussi des visas étudiants, il y a des visas de travail, donc ça arrive que des entreprises israéliennes emploient des personnes non juives et dans ces cas-là, elles font un visa de travail. Et il me semble qu'il existe aussi des visas de volontariat. Mais je t'ai trouvé très volontaire dès le début, Justine. Ah oui, mais moi je suis arrivée là sur mon cheval de Troie, j'ai dit allez, c'est parti, j'y vais. Alors j'ai apporté mes petites fiches, comme tu peux le constater. J'aurai quelques questions à te poser forcément, mais ça va être plus un échange parce que j'ai aussi des idées sur le sujet. D'accord. Et des opinions. Pourquoi je t'ai parlé de masochisme tout à l'heure, ce qui appartient à la vie privée de chacun. Oui, tout à fait. Ici on écoute, on ne juge pas, c'est une safe place. Je n'en voudrais pas. Mais en fait, disons que de venir en Israël, d'accord, on a compris, mais de t'exposer sur les réseaux sociaux, sur la sphère francophone, c'est quand même prendre un risque énormissime quand même. Tu reçois combien de menaces en tout cas, ou de colibés, de malédictions ou d'insultes tous les jours sur les réseaux sociaux? Ça fait partie de mon quotidien. Parfois c'est par message privé, parfois c'est en commentaire. Après ça dépend de la vidéo, parce que les réseaux sociaux ça marche avec un algorithme. Ouais. Donc parfois l'algorithme pousse mes vidéos vers en général des personnes juives ou qui n'ont pas d'animosité envers Israël. Et parfois c'est pas le cas. Et souvent c'est d'ailleurs les vidéos qui buzzent le plus. Si vous ne connaissez pas Justine, je vous donne un petit peu les thèmes de ces vidéos, c'est que tu défends Israël corps et âme. Ouais, en fait moi le but c'est que je puisse montrer mon quotidien en tant que jeune femme de 26 ans en Israël, parce qu'il y a vraiment un décalage entre ce qu'on voit à la télé et ce qui se passe vraiment ici. Et moi en tant que non-juive qui habite ici, j'ai voulu prendre la parole en disant ça c'est ce qui se passe vraiment. J'ai un œil extérieur de l'intérieur de la communauté et après je fais des vidéos sur des thèmes différents, donc ça peut vraiment être du vlogging, parler de sujets plus politiques, des faits sur Israël, présenter aussi d'autres personnes, faire des collaborations avec d'autres personnes. Tu y vas un peu sur la politique, tu donnes des opinions assez, on va dire, à rebrousse-poil de ce qu'on peut entendre sur Israël, sur les réseaux sociaux en général. Ouais. Quand on parle d'Israël, en général c'est pour entendre les mots suivants: apartheid, oui. Colonisation, oppression, voire, allons-y gaiement, génocide. Et toi, tu prends tout à contre-courant, à rebrousse-poil, oui, en disant, au final, tu démontres toutes ces
idées salissantes au final, parce qu'on sait que c'est pas des idées reçues. Si tu veux mon avis, je sais très bien que les gens qui parlent de génocide ou d'apartheid, de colonisation en Israël, sont persuadés au final qu'il n'y a ni colonisation, ni apartheid, ni génocide, mais ils ont une volonté de salir Israël parce que ça leur fait du bien à l'âme. En fait, je ne sais pas parce que c'est numérique. Il y a 15 millions de juifs dans le monde. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, comme moi, se prennent la parole. Et parmi ces 15 millions, il y en a aussi beaucoup qui ont peur. Donc, ça veut dire que les informations côté israélien, il n'y en a pas beaucoup. Et souvent, on ne veut pas les écouter, on ne veut pas les entendre. Moi, quand je fais des vidéos, j'essaye toujours de, justement, ne pas donner mon opinion. Alors, les opinions, c'est comme les doigts de pied, on en a tous. Donc, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de donner des faits, donc de rester factuel. Et c'est vraiment ça qui manque. Moi, les commentaires que je reçois, alors oui, certes, ils sont teintés de haine, mais la haine, elle vient aussi beaucoup de l'ignorance. Aujourd'hui, il y a des croyances sur Israël et tout ce qui va être le Hamas, l'Iran, certains partis de gauche qui en profitent pour faire de la propagande autour de ça et finalement entourlouper pas mal de personnes qui y croient. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, que c'est pas de l'ignorance pour moi. Parce que en fait, on est ignorant au final sur tout ce qui se passe dans le reste du monde. Pourquoi on serait ignorant que sur Israël? Tu vois ce que je veux dire? On est ignorant sur ce qui se passe en Thaïlande, on est ignorant sur les Tibétains, on est ignorant sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, avec des minorités qui sont persécutées, voire plus, qui sont massacrées. On est ignorant sur tout ça. On connaît même pas toutes ces communautés, etc. Alors que les détracteurs d'Israël sont parfaitement au fait de qui est le premier ministre d'Israël, qui sont les grands ministres les plus importants en Israël. Ils connaissent pratiquement sur le bout des doigts la politique intérieure d'Israël, ce qui est assez exceptionnel. Tu connais la politique intérieure de l'Italie? Les détracteurs d'Israël, ils connaissent parfaitement Smotrich, Ben Gvir, ils connaissent, ils savent que ça s'appelle même la Knesset, le Parlement israélien. C'est vrai. Mais comment ils savent tout ça au final? Moi, je pense qu'il y a une obsession autour d'Israël. Voilà. C'est pareil, je reçois beaucoup de messages qui me disent « Ah, c'est la Palestine, c'est pas Israël. Israël, ça n'existe pas. » Et souvent, je me dis « Pour un truc qui n'existe pas, il y a quand même beaucoup de balagan, comme on dit en hébreu. » Il y a une obsession qui est réelle. Et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai visité Yad Vashem, donc qui est le musée, le mémorial de la Shoah à Jérusalem. C'est pas un musée qui est traumatisant, ils sont pas là pour mettre des images horribles et tout ça. Par contre, c'est un musée qui est très bien dans le sens où ils expliquent comment la Shoah s'est mise en place et je trouve que ça fait vraiment écho à ce qu'on vit en ce moment. Détester les juifs en trouvant toujours plus d'arguments, en les décrédibilisant, c'est aussi exclure les juifs d'une certaine manière de la vie, parce qu'aujourd'hui les juifs en France et partout dans le monde, ils enlèvent les mezuzahs sur les portes, ils osent plus porter leurs étoiles de David, ils osent plus parler hébreu dans la rue. Et ça, c'est quand même un problème. Parce que, je veux dire, il y a plein de pays dans le monde où il y a de la souffrance, où il y a des choses horribles qui se passent. Mais pour autant, on ne tient pas responsable, je sais pas, tous les musulmans du monde de ce qui se passe en Afghanistan. Mais on le fait avec Israël. Te l'entendre dire, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu seul. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les juifs ou les israéliens, tu vois, on pourrait mettre un peu le curseur là où on veut, mais les gens qui nous regardent comprennent ce qu'il y a derrière ce nous. Au final, ceux qui sont pour la liberté, parce que être pour Israël aujourd'hui, c'est refuser, comment dire, les oppressions, etc. C'est au contraire pour se mettre debout face à tout ça. Et par rapport à ton propos, j'aimerais même rajouter autre chose. Moi, de mon point de vue, je pense qu'on peut être pro-israélien, on peut aussi être pro-palestinien en même temps. En fait, alors ça, je suis pas d'accord. Mais je veux bien que tu me dises pourquoi. Mais tout en prenant en compte que oui, il y a aussi des souffrances qui sont vécues du côté palestinien. Moi, oui, très clairement, je suis pro-israélienne, mais ça fait pas de moi un être qui voit pas non plus ce qui se passe de l'autre côté, qui prend pas en compte les souffrances. À l'heure actuelle, je suis plutôt contre la création d'un État de Palestine, tout simplement parce que la population est embrigadée et qu'à la tête de Gaza, par exemple, donc on a le Hamas qui est un groupe terroriste et on peut pas créer un État comme ça, on peut pas créer un État terroriste. Maintenant, demain, en territoire palestinien, ils seraient OK pour vivre en paix avec Israël en respectant les Juifs, ils veulent créer un État, ils veulent avancer, pourquoi pas? Moi, ça me change rien, moi j'habite en Israël, j'habite à Tel Aviv, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on n'est pas arrivé là et c'est aussi le message que je voulais faire passer, c'est qu'à un moment, il faut arrêter de diaboliser les gens qui parlent d'Israël en bien, qui sont pro-israéliens. On n'est pas des êtres sanguinaires, on voit aussi ce qui se passe de l'autre côté. C'est juste qu'à un moment, on choisit nos valeurs, on choisit nos combats. Et moi, je pense que je ne pourrais jamais supporter du terrorisme ou du djihadisme ou de l'islamisation extrême. Et c'est tout, c'est comme ça, c'est ancré dans mes valeurs. Alors, toi, tu dis tu es pro-israélienne, pro-palestinienne. Pour moi, je ne suis pas pro-palestinienne. Non, mais j'ai compris ton message, bien sûr. Mais je comprends, je peux comprendre ce que ces gens vivent. J'entends, moi, je le dis clairement, je suis pro-israélien parce que je suis israélien moi-même. Je ne suis pas pro-palestinien. Pour moi, ce n'est pas à nous de nous occuper des Palestiniens. Les Palestiniens ont eu, bien sûr, beaucoup d'opportunités durant l'histoire, beaucoup d'opportunités qu'ils ont refusées, bien sûr, soigneusement. Et donc, ce n'est pas à nous de nous occuper des Palestiniens, c'est à eux de s'occuper d'eux-mêmes
et à leurs dirigeants de s'occuper de leur peuple. C'est pas, je veux dire, on n'a pas à être pro-palestinien ou de s'inquiéter de leur souffrance. Notre peuple, déjà, je trouve que Israël souffre. Nous, on souffre. Pourquoi on souffre? Parce qu'on veut vivre librement, on veut vivre notre vie, créer, etc. Et nous sommes empêchés par des gens qui veulent nous détruire. Ce qui n'est pas le cas des Palestiniens. On ne veut pas les détruire. Quand c'est qu'Israël a voulu détruire les Palestiniens? Jamais. On se défend. Donc au final, on sait très bien que de mettre dos à dos cette théorie d'un côté pro-israélien et pro-palestinien, ça ne marche pas. Mais être pro-palestinien au final, ça se résume à une volonté d'effacer Israël pour moi. Pure et dure. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Moi, je comprends que tu ne sois pas pro-palestinien et je te rejoins tout à fait sur le fait que ça n'est pas à Israël de s'occuper des Palestiniens. Là-dessus, on est totalement d'accord. Je te rejoins aussi sur le fait que les Palestiniens ont eu l'occasion moult fois, depuis 48 et même avant, de créer un État et qu'ils ne l'ont jamais fait. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que, enfin, toi, tu me connais aussi un peu plus personnellement. Bien sûr. J'essaye toujours, c'est pas d'être lisse parce que je suis pas nécessairement quelqu'un de lisse, je suis assez entière. D'être audible. D'être audible, premièrement. En fait, moi, je parle de ce principe-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de pro-palestiniens que de pro-israéliens. Et si du côté pro-israélien, on veut se faire entendre, être dans des discours extrêmes, ça nous dessert en fait. Alors c'est quoi? Quand on est pro-israélien, il faut donner des gages selon toi? C'est pas donner des gages, c'est parfois être plus lisse, c'est pouvoir montrer de la compassion aussi, montrer qu'on comprend aussi ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas soutenir, moi je suis pas là dans le soutien, je fais pas des vidéos pro-palestiniennes, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je peux dire oui, ok, il se passe ça en Palestine, je vois qu'il y a des gens qui meurent, je vois qu'il y a des gens qui souffrent, et c'est horrible parce que la guerre, c'est horrible. Mais voilà, nous aussi en Israël, on vit ça, et on vit ça à cause des conséquences de telle et telle chose qui ont aussi été amenées par les Palestiniens. Moi, je le vois plutôt comme ça. Et quand tu tiens ce type de discours face à des personnes qui sont pro-palestiniennes, ça passe tout le temps mieux. D'accord. Ça passe mieux justement, parce que t'as de la compassion en fait. Justement, est-ce que tu reçois au-delà des insultes, des injures, voire des menaces de mort, est-ce que tu reçois des messages au contraire, genre, du coup, Justine, après t'avoir écouté, j'ai peut-être une autre vision d'Israël. Est-ce que tu as réussi à faire ça, à avoir ce genre de message? Oui, alors... Ce qui serait extraordinaire, faut le dire. Ouais, non, mais après, c'est une goutte d'eau dans un océan quand même. C'est très difficile. Tu vois, au final, quand on met de l'espoir dans l'humanité, on est un peu... Je suis pas d'accord parce que, en fait, si mon travail, il ne sert ne serait-ce qu'à faire changer une personne d'avis, en fait, c'est déjà ça. Moi, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de le faire. T'as rien à gagner, ça c'est sûr. Hein. Alors là, je peux te dire. Mais ça m'est arrivé, je dirais même régulièrement, des messages de personnes qui me disent en fait, je connaissais rien du tout à Israël, j'avais des préjugés sur la communauté juive, et depuis que je t'écoute, en fait, non seulement j'ai appris plein de choses, ça a aussi changé ma vision de cette communauté et de ce pays. Et je me souviens très bien d'une conversation que j'avais eue via TikTok avec un Marocain. Le Marocain, au début, m'envoyait des messages pas forcément très cool, et puis je me dis, bon, j'ai l'impression qu'il vit un peu dans un autre monde, parce que c'est clairement de l'ignorance. Enfin, là, il déforme la réalité, comme ce que font beaucoup de pro-palestiniens finalement. Et alors, moi, je prends le temps de lui expliquer de manière très pédagogique, comme je le fais dans mes vidéos. Je pense que c'est un peu ma force, où je lui explique, non, mais en fait, nous, on vit ça, et ça s'est passé comme ça. Et il m'a dit, ah ouais, mais non, en fait, on n'apprend pas ça au Maroc, on parle pas de ça. C'est sûr que s'ils sont embrigadés 24/24, c'est dur de faire face à une propagande, un tsunami. Au final, oui, un tsunami de propagande. Je suis assez d'accord. Et lui a été assez intelligent pour dire... Ok, j'ai envie de creuser un peu plus le sujet. Et c'est vrai qu'on a reparlé plusieurs fois et qu'il était beaucoup plus cool. Des fois, il me reposait des questions. J'ai entendu parler de ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Donc oui, lui, je l'ai fait changer d'avis. Je trouve que c'est une bonne chose. Alors, je sais très bien que je vais pas faire changer l'humanité. Il faut sortir de l'utopie. Mais je suis quand même contente de ce que je fais. Et si ça peut faire changer 2-3 personnes, c'est génial en fait. Après ce débat mouvementé, on est sur Accord d'Hébreu. J'ai envie de te parler de l'hébreu. Est-ce que c'est une langue déjà qui t'attire en soi? Est-ce que tu trouves que c'est une langue qui est recalante, rébarbative, et est-ce qu'elle te résiste cette langue? Parce que je sais que tu l'apprends. J'apprends l'hébreu et c'est un peu particulier pour moi parce qu'il y a peu de non-juifs qui apprennent l'hébreu. Pas tant que ça. Ouais, peut-être de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Mais par exemple, quand je vais à l'Ulpan, donc les Ulpan, c'est des écoles dans lesquelles on apprend l'hébreu en Israël, toutes les personnes qui sont dans ma classe sont juives et forcément bar mitzvah, bat mitzvah, synagogue, donc elles ont quand même Ils ont une relation un peu plus charnelle avec la langue. Oui, et que surtout toi, ils ont t'arrives vraiment de manière très extérieure. Exactement, et surtout ils ont une exposition dès l'enfance, alors que moi, avant mes 20 ans, je ne savais pas ce que c'était de l'hébreu. Pour toi, c'était de l'hébreu? Ouais, c'était du chinois, quoi. Par exemple, quand je suis arrivée en Israël, la première fois, je ne savais pas faire de la différence entre de l'hébreu et de l'arabe. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas tout à fait la même chose, mais à l'oreille, pour quelqu'un qui avait jamais été exposé, c'était un peu pareil, finalement. Ah, à l'oreille, oui. Alors, c'est moins guttural. C'est moins guttural, l'hébreu, quand même. Hein. Et l'hébreu, non, c'est une langue que j'aime beaucoup. J'aime bien la partie très sémantique. Moi, j'ai de base une formation littéraire, donc tout ce qui est de l'étymologie et tout ça.
d'où vient cette verve incroyable que tu as sur les vidéos. Mais c'est vrai, elle fait un plan séquence, elle te fait sa vidéo en 2 secondes, quoi. J'ai du bagou, on m'a toujours dit, Justine, t'as du bagou. On voit que t'as un passé littéraire. Alors, est-ce que l'hébreu, justement, parce que souvent, les gens qui sont d'origine littéraire et qui sont très attachés au français ont du mal, je parle de mon expérience, pas personnelle, mais ce que j'ai entendu, ont du mal avec l'hébreu parce que c'est une langue qui est tellement différente, c'est comme une autre planète au final. C'est vrai que c'est très différent. Moi, je parle pas bien hébreu, je suis encore assez débutante. Pour vous donner un exemple, je suis en niveau bête, début du milieu intermédiaire, on va dire, mais j'ai pas l'impression que ma formation littéraire ce soit un obstacle à ça. Au contraire, je pense que du coup, comme j'ai appris d'autres langues, eh bien, j'ai quand même une rigueur pour me dire, ok, une langue, ça s'apprend un peu comme ça. Je connais les techniques qui me vont et qui me vont pas. Je pense que j'ai peut-être plus d'avantages que quelqu'un qui, au contraire, a fait une formation plus scientifique et qui était moins basée sur l'apprentissage d'autres langues. Sachant que moi, avant de vivre en Israël, j'ai vécu 4 ans et demi au Portugal. J'ai appris, pas très bien non plus, mais une autre langue. Et je pense que ça aide. Le cerveau, c'est comme une éponge finalement. Forcément. Ce que j'ai envie de te dire par rapport à ton apprentissage de l'hébreu, c'est très drôle parce que tu as fait une vidéo, je pense qui a énormément buzzé. Oui. C'est une vidéo où tu parles justement de tes gaffes, mais énormissimes, que tu as faites lors de tes sorties au restaurant, etc. Tu prononces les mots, mais peut-être pas comme il faudrait. Ah non, clairement, et ça veut dire autre chose. Comment dire, dans un contexte extérieur, ça peut passer pour soit une insulte, soit quelque chose qui fait référence en dessous de la ceinture. Exactement. Voilà, donc j'imagine un peu les fous rires que tu as générés chez les Israéliens. C'est ce qui s'est passé ? Oui, non mais à chaque fois, bon, alors ils sont toujours un peu gênés parce qu'ils voient que je me donne du mal, j'essaye d'apprendre, ça s'entend que je parle pas bien. À la fois, ils peuvent pas s'empêcher de rire parce que c'est trop drôle. Et en vrai, je leur en veux pas, ils ont raison. Il n'y a pas trop de filtres chez les Israéliens. Non, il n'y a pas trop de filtres. Et ça tombe bien parce que moi, j'en ai pas non plus. Ah bah voilà. Tant mieux. Alors justement, c'est le moment vérité. On a parlé de l'hébreu, donc au final, quand on vient en Israël, il faut apprendre l'hébreu, certes, mais on n'apprend pas l'hébreu toujours que pour venir vivre en Israël. On apprend aussi l'hébreu, parfois, souvent, pour une conversion. Est-ce que toi, le judaïsme t'attire ? Ah oui, une des raisons pour lesquelles j'ai emménagé en Israël, c'est parce que je veux faire ma conversion. Et moi, je suis en couple avec du coup une personne qui est juive et israélienne. Alors souvent, on me dit « Ah oui, bon, bah t'es venu en Israël parce que t'as rencontré quelqu'un ». Non, je venais déjà très régulièrement avant, j'étais déjà très attirée. Qu'est-ce qui t'attire en Israël ? La culture, l'histoire ou les hommes ? Les hommes, bien évidemment. Non, c'était une question subsidiaire. Pas que. Non, je plaisante. Et donc oui, je vais commencer un processus de conversion. Après, l'objectif, ce sera de faire un beau mariage juif, de continuer ma vie ici tout simplement en faisant les fêtes juives que je fais déjà, en faisant partie de la communauté à part entière. Ben justement, l'expérience en Israël, c'est quoi ? C'est ce que j'allais te poser la question, mais tu y as répondu en partie. Est-ce que c'est temporaire ou c'est pour la vie ? Pour moi maintenant, c'est pour la vie. Maintenant, j'ai 26 ans, la vie est longue. Israël, ça reste un pays en guerre et peut-être qu'un jour, on sera en très grosse difficulté. Peut-être qu'un jour, et j'espère pas, j'aurai un parent malade et je devrais rentrer en France. Pour le moment, oui, c'est pour la vie, mais je ne sais pas de quoi la vie est faite. Bien sûr, on ne sait jamais. Après, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est l'envie, en fait. C'est ça. Je te parle de l'envie. Bien sûr, l'envie, l'envie, elle est là. De lire dans une boule de cristal et de me dire qu'elle sera exactement... Voilà, je t'ai pas dit que j'étais Madame Irma le dimanche, tu sais, à mi-temps. Tu pourrais. Je mets un petit bandeau, je prends ma petite boule. Pour Pourim, je crois qu'elle a essayé. Il y a quelque chose. On s'en souvient tous, de ce déguisement. Alors, on sait très bien que ça passe toujours mieux à l'écran quand on est jeune, jolie et aussi éventuellement blonde, ça peut marcher. Je suis intelligente aussi quand même. Ah bon ? Oui. J'ai pas remarqué depuis le début de... franchement... C'est pas vraiment ce qui m'a frappé le plus. Écoute, ce qui m'a frappé le plus, c'est plus les lunettes de soleil peut-être. On a parlé bien sûr de ton CV incroyablissime. Est-ce que tu vois que l'enveloppe au final te sert à dire des choses qui sont parfois à rebrousse-poil ? Ce que les gens me disent souvent, c'est que j'ai un petit peu une tête d'ange, mais que dès que j'ouvre la bouche, on se dit ouf. Le démon est pas loin. C'est pas forcément le démon parce que en soi je suis pas virulente, j'ai pas spécialement mauvais caractère, mais j'ai du caractère. Pour les anti-israéliens, tu es un démon. Oui, c'est vrai. Mais après, la plupart des gens qui me suivent, en fait, j'ai plus de femmes qui me suivent que d'hommes. Ah bon ? Oui. Donc je sais pas si la plastique aide ou pas. 63% de mes followers, c'est des femmes. D'accord. Donc je pense que les gens au final me suivent vraiment pour ce que je raconte plus que pour ce à quoi je ressemble. Sinon j'aurais ouvert un OnlyFans, j'aurais gagné plus d'argent quoi. Alors cette réplique bien sûr va être censurée au montage car ce n'est guère le propos de cette interview, mais enfin disons que ce qui est dit et ça a été enregistré. Tu feras des bloopers. Alors bien sûr la question qui revient souvent j'imagine c'est pourquoi
T'es venu? Ah, tout le temps. Celle-là, je l'ai tous les jours et en vrai, je comprends. C'est une histoire qui est absolument géniale. Donc, j'avais 20 ans. J'étais étudiante en fac de langue à l'époque. Et j'étais censée aller passer mes partiels. Et je me lève le lundi matin et je me dis, non, j'y vais pas. Je le sens pas, j'y vais pas, j'ai plus envie. Et ce que j'ai fait à la place, c'est que je voulais voyager. Et moi, je suis originaire du nord de la France, donc je vois Bruxelles, Tel Aviv, 150 € aller-retour. Je ne sais rien du tout à Israël et je me dis, en toute logique, Israël, ça doit être un pays pas cher, parce que Jordanie, c'est pas cher, Égypte, c'est pas cher, le Liban, c'est pas méga cher non plus. C'est que 4 heures de vol, c'est pas non plus 12 heures de vol, etc. Donc forcément, tu dis, ça doit pas être cher. Exactement. Bon, après, j'ai pris une claque en arrivant. Et donc, j'arrive en Israël tout à fait par hasard. Et en fait, j'ai passé quelques jours ici au lieu de passer mes partiels. Désolée maman, désolé papa. Je suis vraiment tombée, alors non seulement amoureuse du pays, mais de ce mélange de culture, de cette histoire qui est riche, de la gastronomie et des gens, les hommes aussi un petit peu. Hein. Ça tombe bien, je suis israélien, ça fait vraiment plaisir. Macoré, Capara. Le sol t'a attiré, le lieu t'a attiré. Ouais. J'ai vraiment une attirance et ce qui est très drôle avec ce lieu, c'est que là on est dans la vieille ville de Jaffa avec la vue sur tout Tel Aviv et en fait il y a une pierre qu'on voit pas à l'écran sur laquelle je me suis assise il y a 6 ans et où j'ai dit ok, je veux venir emménager ici, cette terre m'appelle et bon, j'ai pas pu le faire avant très récemment. Je pense que quand on croit vraiment quelque chose, ça finit par arriver. Et donc je suis heureuse d'être là. Ouais, philosophie, hein, j'ai 18 sur 20 en bac, qu'est-ce que tu veux? Nous avons le livret qui s'affiche à l'écran. Je sais pas comment te remercier de m'avoir vraiment donné l'occasion de papoter avec toi parce que vraiment, bon, c'est vrai que tu es une sorte d'ovni, oui, qu'on a envie de questionner, qu'on a envie d'interroger. Donc tu nous as vraiment donné beaucoup de réponses et tu nous en donnes surtout à travers toute ta page TikTok et Instagram. Alors TikTok c'est un peu plus politique et un peu plus de vidéos. Instagram c'est un peu plus, on va dire, policé. J'ai commencé plutôt à poster au sujet d'Israël il y a à peu près 1 an et je faisais plus de vidéos qui étaient politiques. Le problème c'est que bon, j'ai accès aux statistiques et les personnes qui me suivent ont entre 25 et 65. Sur TikTok c'est plutôt des jeunes donc c'est pas forcément là que ça a le mieux fonctionné. Donc j'ai ouvert un compte Instagram le 18 février. On est quasiment 18 000 donc ça a super bien fonctionné. J'ai pas mis beaucoup de choses politiques parce que c'est que le début et je veux être sûre de me créer une communauté qui soit vraiment autour de moi. Parler de lifestyle en Israël. Oui, final. Mais pas forcément. C'est juste qu'avant, du bien-être de vivre en Israël. Ouais, pas que. En fait, c'est que je veux créer d'abord une communauté qui est autour de moi, juive ou pas juive, mais qui me font confiance, qui aiment ce que je fais, avant que j'expose des idées qui soient un petit peu plus politiques, tout simplement. Donc bon, si vous voulez voir de la politique, allez sur mon TikTok. Si vous voulez voir un petit peu plus ma vie en Israël, c'est Instagram. C'est politique, mais en même temps, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, c'est très factuel. Hein. Tout le monde parle de politique. Avant, je me rappelle dans les années, tu t'as pas connu, les années 80, 90, oui, non, voire 2000, t'étais pas né. Et si, donc, quand même, hein, je suis dans 99. Ah bon? Mais oui. C'était des époques où on parlait pas de politique, quand on parlait d'art, quand on parlait de culture, et ben on n'allait pas sur la politique. Et là, j'ai l'impression que tous les chemins mènent à Rome. Le chemin final, c'est la politique. Tout le monde, aujourd'hui, le monde est devenu politique parce qu'on sait qu'il y a un basculement quand même, quelque part. On est dans un tournant. Les gens qui se disaient ah, moi la politique ça m'intéresse pas, etc. Au final, c'est les premiers à en faire aujourd'hui de la politique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui parler de politique, c'est que comme presque parler de la pluie et du beau temps. C'est exactement ça. Et ce que je reproche un peu à ce tourbillon de politique où tout le monde en parle, c'est qu'en fait tout le monde parle, mais personne ne regarde vraiment les faits. Et par exemple, oui, je parle de politique parfois sur mes réseaux sociaux, mais en fait, c'est même pas tant de la politique que ça. J'expose vraiment des faits, je montre des études. Donc en fait, c'est pas moi mon avis, c'est qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec moi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je dise. Tu essayes de rester factuel. C'est vrai. Qu'on aime ou pas l'État d'Israël, bah oui, l'État d'Israël existe depuis plus de 75 ans et il est reconnu par l'ONU et par la majorité des pays à travers le monde. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Israël, c'est comme ça. Et moi, je fonctionne vachement comme ça. C'est factuel. Je me suis jamais manifestant en disant moi je suis de ce bord politique, je pense ceci, je pense cela. À chaque fois c'est bon, on a cette problématique, je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là. Qu'en est-il dans la réalité? Ce que tu fais c'est un peu de la métapolitique, c'est-à-dire tu fais pas de la politique de parti, mais tu fais de la métapolitique, c'est-à-dire tu parles soit de géopolitique, soit de sociologie, soit de... Et tu donnes ton avis sur tout ça avec des faits à l'appui.
Oui, c'est ça, des études. Je mets toujours les sources de ce que je fais. D'une certaine manière, un travail de journalisme. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Je pense que c'est quelque chose dans lequel j'aurais pu exceller. Et finalement, bon, j'ai pris un autre chemin. Après ta conversion, tu feras une reconversion. Professionnelle peut-être. S'il y a des télés qui sont intéressés pour travailler avec moi, allez-y. Ça fait beaucoup de conversions là. Oui, exactement. Okay. Je vous tends une perche, saisissez-la. Oui, c'est une forme de journalisme que je fais. Et j'aime bien le fait que ce soit sur les réseaux sociaux parce que pour le coup, je choisis mes sujets. Et j'ai une immense liberté que j'aurais pas forcément dans une rédaction, c'est l'accès direct dans une télévision. Entre toi et le public. Exactement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ouais. Alors c'est clair, j'ai moins de moyens que si j'en avais à la télé, j'ai peut-être moins d'audience aussi qu'une télé normale. J'ai la liberté et la liberté c'est très important pour moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années à venir Parler couramment l'hébreu. זה כבר את יודעת. Voilà. את יודעת כבר לדבר עברית. כן, אני לומדת. מסתדרת. Une belle conversion aussi, un beau mariage. Bah oui, je te souhaite בשעה טובה, מוצלחת. Merci, Toda Rabba. Une vie heureuse en Israël et je me souhaite surtout de continuer à développer la communauté que je suis en train de créer et de vraiment peut-être pouvoir un jour en vivre, peut-être faire des chroniques, des choses comme ça. C'est vraiment ce que je me souhaite. Bon, en tout cas, on n'a pas vraiment de doute sur tes capacités, tes facultés à évoluer dans ce secteur-là parce qu'on voit quand même que les capacités sont grandes. Donc on te souhaite le meilleur. Merci. Moi, je te souhaite le meilleur, Eli Cohen. Je te souhaite le meilleur aussi, Eli, quand même. Et j'espère retenter cette expérience dans quelques temps pour voir un petit peu comment t'auras évolué. Si tu me permets, bien sûr. Elle va plus me parler en fait. Dès qu'elle atteint là, les 100 000 machin, je peux te dire que. Elle va me dire Eli Cohen, mais Eli Cohen m'envoie un message. Mais qui c'est déjà Eli Cohen? Je suis pas comme ça. Et les gens qui me reconnaissent dans la rue, ils pourront témoigner. Je suis vraiment. Je pense que je suis sympa comme meuf. Je me lance des fleurs. On est d'accord là-dessus, mais je pense que je suis quelqu'un de sympathique. Bon, malgré tout. Bon, donc je te souhaite Be'atzlacha. On se retrouve très vite. Justine in Israël.